Le début est toujours plate. C'est une grosse mise en contexte. Parler que tu rentres dans le bain puis t'essaies de comprendre un petit peu ce dire puis tout pour qu'après qu'est-ce qu'ils disent, ça te passe. C'est pas une raison pour que tu te dises ok bon vu que je suis tout seul, let's go, on va essayer de rester tout seul. Non. Faudrait pas que t'aies peur d'approcher des gens puis pareil essayer de faire des connexions. Là, il faut que t'actives ton cerveau dans ta tête puis juste, gars, tu y vas comme si t'étais cave, ok? Puis tu fais juste genre salut. Cette vidéo-là, elle donne des bons conseils, mais je trouve qu'elle passe totalement à côté de la plaque sur certains éléments. Fait que je suis pas là pour te motiver, je suis là pour être un filtre qui va te donner les vrais éléments à faire, les vrais conseils que tu peux appliquer, puis te dire quoi faire concrètement pour évoluer. Puis écoute, si t'es pas prêt à exécuter ou à changer quelque chose dans ta vie avec cette vidéo-là, ben quitte la vidéo tout de suite, parce qu'une vidéo que t'es pas prêt à changer quelque chose, c'est du mental masturbation puis ça sert à rien du tout. Ben, si t'es prêt à faire de quoi, on commence ça live. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. Oh, And surprenant. another 50% of those same young adults said that another major life goal VIP. is to become famous. Ouais, ça. J'ai oublié. 100% de la population veut être happy. Veut être bonheur parce que le bonheur, c'est le but de la vie, hein. C'est pour ça qu'on est tout en vie. Ben, pas du tout pour ça que t'es en vie. C'est en vie pour atteindre quelque chose de grand. Surtout si t'es un homme, une mission, un but, un objectif à atteindre qui est beaucoup plus gros que juste être heureux. Être heureux, ça peut être les gens autour de toi, si tu veux. Ça peut être le but que t'as pour les autres. Mais ton but à toi peut pas être d'être heureux. Parce que de un, c'est trop relatif. Puis de deux, on est tellement paresseux qu'on va choisir la façon la plus rapide de pouvoir atteindre ce bonheur-là. La façon la plus rapide de l'atteindre, généralement, c'est des addictions. Ça va être fumer, boire, jeux vidéo, porno, trucs de même. Je suis pas censé dire ce mot-là sur YouTube. Fait que ça va être d'utiliser ça, puis c'est pour ça qu'il y a autant d'addictions, autant de gens qui sont addicts de nos jours. C'est pour ça que nos désirs sont dans le tapis à ce point-là, puis tout. C'est justement à cause de ça. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible to get. Most of what we know about human life, we know from asking people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 2020. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several... J'ai remarqué, ça fait ça dans les livres et dans les vidéos éducatives beaucoup. Le début est toujours plate. C'est une grosse mise en contexte où il faut parler que tu rentres dans le bain puis t'essaies de comprendre un petit peu
te le dire, pis tout, pour qu'après, qu'est-ce qu'ils disent, ça fasse du sens. Je trouve que c'est tellement une perte de temps. Dans les livres, ils font beaucoup ça. Les genre 5 à 10 premières pages, c'est juste un petit peu du mise en contexte. Puis je parle pas les 5 premières pages où ils parlent de. Pas du mise en contexte, c'est vraiment écrit en haut, mise en contexte. Je parle le livre. Quand tu commences à vraiment lire le livre, les 5 à 10 premières pages, c'est encore pareil du contexte. Tu parles encore pareil de quelque chose d'autre que par rapport avec le sujet que tu dois lire. Là, j'ai l'impression dans les vidéos éducatives TED Talk, j'en écoute beaucoup des TED Talk, puis souvent ils font ça. Genre 5 à 10 premières minutes, là, ils sont plus toutes là, ils parlent pas vraiment de. Genre en ce moment, on a rien appris. Il a littéralement juste dit des trucs, il a dit ah ben gars, tout le monde fait ça, puis ça a été cool comme ça. Cool, je suis bien content pour toi, mais en ce moment j'ai rien appris, j'ai perdu le 2 minutes que j'ai regardé. J'espère que le reste il va être cool. Several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became Je me demande vraiment c'est qui a sponsorisé toutes ces recherches-là. Parce que il faut que tu vois une façon où chaque recherche qui est faite est dans un but économique. Les gens qui financent une recherche déposent des centaines de millions, des millions des milliards de dollars dans une recherche. C'est qu'ils espèrent faire un certain profit sa recherche. Il n'y a personne qui investit de l'argent pour la perdre. Ça n'existe pas. Même en trading, partout. Si tu mets de l'argent, tu espères en faire plus. C'est normal. Donc là, je suis en train d'essayer de me demander, ok, ils font cette recherche-là en ce moment sur des générations et des générations de groupes d'humains pis tout. Puis là, ils parlaient qu'ils étaient en train de regarder ses enfants, les enfants des enfants des personnes. Ok, cool. Mais qui a financé ça, puis pourquoi est-ce qu'ils font cette recherche-là? J'espère au moins qu'ils en parlent de. Parce que à date, comme je te dis, on est encore dans l'intro Butler, mais ils commencent à en parler un petit peu. J'ai le goût de savoir. factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting. The Harvard men never asked that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when about a decade ago we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, you know, it's about time. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame
or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier, period. We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. Je dirais que c'est assez normal. L'humain est une créature sociale de base. Je sais qu'il y a un gros mouvement qui dit que tu vas avoir une partie de ta vie que tu vas être seul, c'est vrai. Parce que tu vas avoir des nouveaux standards qui ne fit plus avec tes anciens amis. Tes nouveaux standards, t'es pas encore arrivé au point dans ta vie où t'es assez haut pour être avec les nouveaux standards, avec les nouveaux gars qui respectent ces standards-là. Fait que t'es comme pas assez évolué pour être avec les gens évolués avec qui tu voudrais être, mais t'es trop évolué pour les gens avec qui tu es que les autres vont pas encore évoluer. Fait que ça va être une partie de ta vie où tu risques d'être seul. J'ai déjà passé aussi au travers de cette partie-là un petit peu. D'après moi, elle n'est pas terminée, même si j'ai encore un ami que je parle avec puis qu'on évolue pas mal ensemble. Mais à part ça, tu vois, j'ai passé un moment où j'étais tout seul. Ça arrive à tout le monde. Puis, ça va être nécessaire, mais c'est une bonne nécessité, mettons. Parce que ça va te permettre de développer de l'amour pour toi, qui est super important, parce que la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans toute ta vie, ça va être toi. C'est pas une raison pour que tu te dises, ok, bon, vu que je suis tout seul, let's go, on va essayer de rester tout seul. Non. Faudrait pas que tu aies peur d'approcher des gens, puis pareil, essayer de faire des connexions. C'est toujours important de parler à quelqu'un, puis d'essayer de voir. Peut-être que ça pourrait être un fou ami qui va te débloquer quelque chose, qui va te permettre de t'améliorer, passer au prochain niveau dans ce que tu veux atteindre, puis tout. C'est super important d'approcher les gens, puis c'est justement quelque chose qui manque beaucoup dans notre société. On a peur d'approcher des gens. Pour les gars, nous, c'est majoritairement les filles qu'on a de la misère à approcher. Dépendamment des gars, évidemment. C'est pas tous les gars, il y a beaucoup de gars qui ont peur par exemple. Puis c'est un gros problème. Ces temps-ci, on se regarde même plus dans les yeux. On marche dans la rue, puis on a de la misère à regarder les autres dans les yeux. On a toujours peur, regarde vers le sol. C'est... Quand tu rencontres des gens, t'as peur d'approcher l'autre en premier. Euh, on est trop poussé à vouloir tout optimiser. Fait qu'on s'est chercher sur Internet comment bien approcher des gens. Quoi sortir comme bonne pick-up line, truc de même. Regarde, tout ce que t'as à faire, c'est de dire salut, je m'appelle ouais, oui, hop, c'est à la main, c'est réglé. C'est pas besoin d'en faire plus. Pas besoin d'avoir la meilleure façon d'approcher quelqu'un puis d'optimiser à ce point-là. Là, il faut que tu actives ton cerveau d'attardé puis juste, gars, tu y vas comme si t'étais cave, ok? Puis tu fais juste genre salut. Mais pour l'instant, ce qu'il dit, c'est assez vrai. Les relations sont super importantes. Puis tu remarques que les gens qui sont malheureux, c'est souvent des gens qui sont vraiment pas proches de leur famille. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and...
pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans tous ceux qui ont fait l'étude, il y en avait zéro de carnivore. Puis là, ils viennent de sortir ceux qui étaient le plus en santé de tous eux autres, c'est ceux qui avaient les meilleures relations humaines. Je me demande si dans l'étude, est-ce que ça donne un lien de causalité? Alors, si tu as les meilleures relations, ça donne ça, ou c'est peut-être juste un, un lien, mais sans causalité. Ça veut dire que c'est pas nécessairement à cause des relations que t'es plus en santé. arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one. Je suis vraiment persuadé, par exemple, que sur les 700 qui ont pris, 784 ou 724, c'est tous des gens qui ne s'aiment pas vraiment en tant que personne. Je m'explique. La grosse majorité de la population, je dirais facile 90-95% de la population ne s'aime pas. Ils cherchent son amour chez les autres. Fait qu'ils deviennent dépendants des autres pour être heureux. Dépendants des autres pour aimer la vie. Puis dépendants des autres pour recevoir de l'amour. Je sais aussi parce que je le vois beaucoup dans les gens que je parle en général. Quand j'entends leur histoire, souvent ça revient à ça. Les gens ont un manque d'amour pour soi-même. Puis, je peux te faire même un exercice en ce moment. Est-ce que tu t'imaginerais, en ce moment, aller au cinéma tout seul? Pas amener d'amis, pas amener de famille, pas rien amener là. Juste, live, tout de suite, tu décides de te lever, tu vas au cinéma, regarder un film que tu as envie de regarder. Mais tout seul. T'appelles pas voir si ton ami est là, pis tout. Juste, tu y vas tout seul. Est-ce que tu le ferais? Sûrement pas. Puis là, peut-être tu te dis, oh oui, je le ferais. Ok. Mais est-ce que tu trouves ça bizarre? Il y en a beaucoup qui trouvent ça bizarre. Moi, personnellement, je trouve pas ça bizarre. Si j'ai le goût d'aller voir un film, je vais pas penser à, oh shit, let's go, m'aller, lui, m'amener ma famille pis tout. Non. Généralement, si j'ai le goût d'aller voir un film, m'a assez d'y aller tout seul. Mais c'est rare que moi, par exemple, j'ai le goût d'aller voir un film. Puis généralement, je m'arrange pour l'avoir sur internet d'une autre manière. Fait que, bof. Il y a plein de gens qui ont un manque d'amour. T'es une personne, toi aussi. T'es censé te traiter comme étant une personne. Fait que, t'es censé aimer passer du temps avec toi, puis être capable de faire des activités. Ça, je te dis pas, t'es obligé d'en faire ça. Juste, la vision que t'as de toi-même doit changer. Puis je suis sûr et certain que ces gens-là, tu pourrais poser les mêmes questions qu'ils viennent de te poser. Ils auraient tout dit, là, what the fuck, pourquoi je ferais ça? Puis non, je partirais pas au cinéma tout seul. J'ai l'impression que oui, ok, ils étaient plus heureux parce qu'il y avait des gens, puis ça les rendait plus en santé, mais j'ai l'impression que la santé de plus, c'était plus au niveau cognitif, puis pas vraiment au niveau physique. Même s'il a dit que c'était physique, je vois pas comment niveau physique impacte. J'ai l'impression que c'est vraiment juste cognitif, puis là, du cognitif, ben, vu que t'as une moins bonne santé mentale, là, ça impacte ton physique. Ben, j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact direct sur ton physique, là, t'as pas de bonne relation avec les gens. Fait que d'après moi, c'est juste, les gens avaient une meilleure santé mentale, parce qu'ils pouvaient, mettons, parler avec des gens, fait qu'ils peuvent s'ouvrir à des gens, parler de leurs problèmes, puis souvent, tu vois, quand tu gardes toujours tes problèmes pour toi, souvent ça s'accumule, puis t'as de la misère à gérer tout ça. Tandis que quand t'en parles à quelqu'un, tu te libères d'un poids, puis souvent, là, ça fait du bien. Fait que j'ai l'impression que juste ceux qui étaient proches, qui avaient des bonnes relations, ils pouvaient souvent s'ouvrir, parler, fait que ça gardait moins de charge mentale. Tandis que les autres, t'es obligé de toujours garder pour eux. Fait que c'est santé mentale, mais c'est pour ça que je te dis, santé physique, je pense pas que ça avait rapport. Ou sinon, c'est un découlé du santé mentale. Fait que si t'as une bonne gestion de tes émotions de base, tu serais capable de le faire tout seul, donc je pense pas que ça serait autant impactant, on va dire. Those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out. But as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments
didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is this so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights, or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. Yeah, Mark Twain, More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you. mais je serais pas super d'accord avec tout ce qu'il a dit. Si tu regardes, à la fin, là, il parlait de happiness, fait que le bonheur. Ceux qui étaient le plus heureux, c'est ceux qui avaient entretenu de bonnes relations. Fait que de la manière qu'il parlait, c'est comme si le but c'était d'être le plus heureux possible. Alors qu'au début, il parlait de le but c'était d'être le plus en santé possible. Puis que ceux qui étaient le plus en santé, c'était ceux qui avaient de bonnes relations. Puis là, il a comme mélangé son truc, je sais plus trop lequel des deux qui voulait parler. Mais si son but c'était d'être le plus heureux, là il dit ceux qui étaient le plus heureux, c'est ceux qui avaient des bonnes relations. Ben content pour eux. Mais le but c'est pas d'être heureux, nous. Nous, notre but c'est d'être en santé pour pouvoir bien accomplir ce qu'on veut. Puis ce qu'on veut va nous apporter du bonheur et apporter du bonheur aux gens autour de nous. Par extension. Mais notre but, ça doit pas être d'être heureux directement. Parce que être heureux, c'est trop relatif. Comme je t'ai dit, ça va te pousser dans les addictions. Puis si tu tombes dans les addictions, tu seras pas capable d'atteindre ton vrai but. Puis tu vas jamais découvrir finalement ce qu'est ton vrai but. Puis le problème aussi avec notre société en ce moment, c'est qu'on a beaucoup trop de distractions. De trucs qui t'empêchent de vraiment prendre le temps pour justement peut-être méditer ou faire un focus sur toi-même pour découvrir c'est quoi ton vrai objectif. C'est prendre un moment pour vraiment te poser la question puis le découvrir. Parce que c'est un moment, c'est un travail sur toi-même que tu dois faire. Mais il y a tellement de trucs plus cool à faire que pourquoi est-ce que je ferais le travail de peut-être si ça me prend 3 heures. Faire ça, je sais pas, moi ça prend combien de temps, j'ai pas calculé. D'essayer de trouver qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Facile, qu'est-ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo. Puis hop, m'en jouer aux jeux vidéo. C'est pas comme ça que ça marche. Deuxièmement, dire que les relations, c'est ça qui te permet d'atteindre le bonheur. Mais ma mère, elle pense pareil, pis c'est un problème. Parce que ça veut dire que ton bonheur dépend des autres. Si ton bonheur dépend des autres, c'est une recette pour être dépressif. Parce que ça veut dire que ton bonheur dépend d'une variable que tu peux pas changer. Parce que tu peux pas contrôler les autres, tu peux juste te contrôler toi-même. Fait que ton bonheur dépend de quelque chose que tu peux pas contrôler. Comment est-ce que ça fait du sens? C'est censé comme changer de bonheur. Puis ça, je l'ai découvert tout seul, parce qu'à un moment donné, je sortais avec une fille,
Puis mon but dans ce temps-là, c'était de fonder une famille. Je m'étais dit, mon but de vie, fonder une famille, avoir une maison, des enfants, hop, c'est réglé. Puis à un moment donné, il est arrivé comme il arrive dans tout pas mal les couples, ben il est arrivé chicane puis schlag, j'ai décidé de la laisser. D'accord, c'est l'été. Là, je me suis dit, attends, je suis plus dans mon but de vie, parce que mon but de vie, c'est d'avoir une famille, puis là, j'ai plus de blonde. Puis là, vu que mon bonheur dépendait de cette fille-là, j'étais comme, bon, ben, en plus, je suis plus heureux. Fait que je suis plus dans mon but de vie, je suis pas en train d'essayer d'accomplir mon but de vie, puis en plus, je suis plus heureux. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en vie? Puis, ça en est suivi plusieurs jours de réflexion sur, ok, mais what the fuck, qu'est-ce que je fous maintenant? C'est quoi mon but? Parce que moi, quand j'ai un objectif, après, quand j'ai un objectif clair, je sais où aller. Mais il me faut l'objectif clair. C'est ça qui est tough à construire normalement. Là, je me demandais, ok, je peux pas avoir un but qui dépend de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là, si elle me fait une crosse ou quelque chose, ou un méchante ou n'importe quoi, ça détruit mon but de vie, puis potentiellement ça peut m'affecter. Si les autres peuvent t'affecter, tu vas avoir une mauvaise vie. Parce qu'en général, les gens sont pas tous gentils. Tu as plusieurs méchants dans la vie. Puis, les gens méchants, ben, c'est les autres qui t'affectent le plus. Fait que ta vie va faire des up and down tout le long. Mais si t'es quelqu'un qui est capable d'avoir une super bonne gestion de tes émotions, découvrir comment bien gérer les situations qui arrivent, ta perception, la perception des autres, tous les trucs que tu peux contrôler comme variables dans ta vie, tu apprends à bien les gérer, ben les up and down, à place de faire des gros up and down de même, ben, tu vas faire des up and down de même. Et ça fait une belle vague. Puis ça, c'est facile à gérer. T'as pas de gros high. Ben, tu peux avoir des gros highs, mais en tout cas, les gros downs, ils gèrent super bien. Tu sais comment bien gérer ça, comment rediriger le stress, comment enlever l'anxiété, puis tout. Fait que je te dis, niveau émotion, c'est le top prime que tu peux avoir. En tout cas, parce qu'on a appris, super important les relations. Je te conseille vraiment de essayer de peut-être justement travailler là-dessus. Essayer d'approcher des gens chaque jour. Tu devrais peut-être penser à au moins parler à une personne. Pas nécessairement une fille. Je parle généralement aux gars là. Mais mettons, je sais pas, tu vas t'entraîner. Ben, fais juste un fist bump à quelqu'un random. Je te jure, les gens vont t'oublier de toute façon. 5 secondes après que tu y aies parlé, ils vont t'oublier. Fait que tu rentres dans le gym. Tu dis, hey, salut. Tac, fist bump. Attends. Bow, fist bump. Puis après, tu continues. Tu vas faire ton entraînement. La personne te connaît même pas. Ça se peut qu'elle rit de toi. Ça se peut, on s'en fout. Tu y penses même pas. Comme tu dis tantôt, faut que t'aies ton cerveau d'attardé, genre. Tu rentres juste. Salut, je claque. Puis tu vas faire tes affaires. Hop, ça passe crème. Puis là, c'est pas une grosse interaction. Tu as juste dit salut. Mais à force de toujours faire des reps comme ça, c'est des reps de social, parce que social c'est une compétence. Puis comme au gym, tu dois faire plusieurs reps pour débloquer plus. Fait que là, tu dois rep des compétences de social. Fait que tu dois avoir des interactions sociales. Puis là, ben, vu que t'es au gym, tu sais, c'est pas le temps de partir des 1 heure et demie de conversation. Tu fais juste un petit face bump. Ça commence comme ça. Puis là, après, tu vas remarquer que ça devient de plus en plus facile. Là, après, tu peux dire juste ça. Salut, puis là tu parles un petit peu, hey, tu fais quoi aujourd'hui, toi, non, non, ah, c'est quoi ton nom, pis tout. Tu parles un petit peu, tac, tu fais ça. Juste un petit peu de plus en plus. Comme ça, tu deviens super sociable avec les gens. Puis en plus, peut-être tu vas tomber sur quelqu'un avec qui tu as un super bon vibe. Tu vas rencontrer ton nouveau meilleur ami. À un moment donné, tu parles à une fille, tu rencontres ta blonde, t'as la meilleure fille que tu aurais pu trouver de toute ta vie. Puis à un moment donné, si tu trouves vraiment une fille qui t'intéresse beaucoup, ça va être super facile pour toi d'approcher aussi. Fait que c'est super important la vidéo, mais important de se transformer en to-do list. Essayer d'approcher des gens. Puis là, je te le dis direct, si tu as écouté toute cette vidéo-là, puis tu prévois rien d'appliquer dans ta vie, tu prévois rien changer dans ta vie, cette vidéo-là, elle ne servait à rien du tout. C'était juste une distraction pour toi. Le but d'écouter une vidéo, c'est qu'à la fin, tu changes de quoi dans ta vie. Comme ça, tu montres, ah, ok, la vidéo a eu un impact sur moi. Let's go, je peux améliorer ou faire de quoi. Je peux avoir un nouveau feedback à construire dessus. Fait que si t'avais prévu d'écouter toute cette vidéo-là, juste écouter ce que je t'ai dit, puis hop, t'as réglé, arrête-moi ça tout de suite. Là, je t'ai donné une to-do list. T'as juste besoin d'approcher une personne. Fais-le au pire une fois par semaine, on s'en calisse. Fais juste approcher quelqu'un. Fist bump, schlag, fini. Je l'ai fait, moi j'ai zéro peur, par exemple, de parler avec des gens random. Je suis sur internet, tu sais, ça aide. Moi, je faisais ça au début. Fist bump avec les gens au gym, tac, tac, tac. Après, je commençais à parler avec des gens au gym. Après, je connais les gens au gym. Là, j'ai changé de gym, fait que c'est pas un game, mais j'ai recommencé à faire des fist bumps aux gens. Toi, si t'as besoin de motivation dans la vie, tu peux quitter la chaîne, puis juste aller chercher ailleurs sur internet. C'est rempli de motivation partout. Mais si toi, ce que tu cherches, c'est la discipline, évoluer au niveau supérieur, te surpasser en tant que personne, ou juste simplement apprendre un petit peu ce que moi j'apprends dans mon évolution personnelle,
Tu peux t'abonner parce qu'ici, c'est exactement ce qu'on fait. Fait qu'à la prochaine.